Prête-moi ta plume. Sur l'écran noir de vos nuits blanches, Rachida Mansour vous fait du cinéma. sans pognon et sans caméra, vous dessinerez vos propres rêves. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume, une émission produite par Rachida Mansouf, réalisée par Zoubir Ketani. Prête-moi ta plume. Quel plaisir, quel bonheur de vous retrouver, chères auditrices, chers auditeurs, pour une nouvelle saison de Prête-moi ta plume. Cette émission dans laquelle je choisis des textes à vous lire au creux de l'oreille. Et l'émission est réalisée, comme vous le savez, par Zoubir Ketani. Prête-moi ta plume. La nuit n'était pas sortie par la porte de Trajan. Les soucis bivouaquaient dessus les tempes grises. L'auteur n'a pas reconnu son frère, celui qu'il appelait l'ami, et qui maintenant s'appelle d'un autre nom. L'éternité s'écoule, chargée de tout ce que l'on voudrait dire. On croit rêver. C'est un tour de passe-passe. Le décor n'est plus le même. L'éclairage est d'une atroce crudité. La distance, ce n'est pas seulement une question de géographie, ce n'est plus une question de géométrie. Entre Paris et Alger, il n'y a pas 2000 kilomètres, il y a 4 années de guerre. Il est inutile d'interroger. Ce n'est pas du voyage, ce n'est pas du tourisme, les trains ne s'en vont plus pour le plaisir de s'en aller. Le regard de l'ami a perdu ses reflets violets qui lui donnaient une sorte de charme féminin. Il semble plus détaché. Il part lui aussi. L'auteur dormait quand l'ami frappa à la porte. Ce matin-là, le petit jour portait des lunettes d'écaille, avait déjà les tempes grises. « Je te croyais mort. Touchons du bois. Touche ton front. » Le rire n'a pas changé, non, pas du tout. Touchons du bois quand même. Non, je ne fais que passer. Non, je viens d'ailleurs. Non, je vais ailleurs. À quoi bon raconter? Pourtant, c'est mon ami. Je savais tout de lui. Je lui disais les vers que je ne voulais pas publier. Il connaissait mon cœur. Il connaissait mon rêve. Lui seul savait l'exacte signification de mes sourires, de la fleur orpheline en haut des barricades. Lui seul savait le journal qui n'acceptait pas tous mes papiers. Nous avions fredonné les mêmes chansonnettes. Je chantais plus juste que lui, mais lui connaissait mieux les paroles que moi. C'était mon ami, attentif et savant. À quoi bon raconter? L'amitié est un privilège de temps de paix. On ne sait que répéter. Et toi, ça va? On a peur d'insister avec soi-même, et même on parle à voix basse, de crainte de réveiller on ne sait trop quel écho. Le passé écoute aux portes. Il pourrait croire qu'on l'appelle. Il pourrait entrer. Il n'attend que ça. Et tout serait à recommencer. Et toi, ça va? Moi, ça va. Oui. On n'insiste pas trop. On pense à voix basse. Il faut parfois beaucoup aimer pour ne plus oser regarder un ami en face. Dans ces histoires-là, le présent n'a jamais raison. L'ami a simplement dit « Tu comprends ?» Cela commençait à sentir mauvais. Et l'auteur a bien compris. Il a hoché gravement la tête. À la fin du couloir, il y a la liberté. Mais très loin,
très, très loin, bien sûr, quand le seuil sera franchi. Quand le seuil sera franchi, on sera dans la lumière. Mais dans cette lumière, on verra seulement un espoir à la rue. Un espoir à la rue, c'est ça, l'exil. Il faudrait évoquer la ville des études, les bachots encombrants comme ces grosses clés qui déforment les poches. Il faudrait évoquer cette nuit près de Cannes, cette brève rencontre et le tailleur trop bien coupé, le regard mouillé, la lèvre sèche. Il est parti, le train. Il est parti. C'est quand il pleut qu'on a 20 ans. Les livres en ce temps-là avaient toujours raison. On parlait comme un livre. Dieu était encore à sa place. Et puis, il faudrait parler du frère tué en Alsace, de la tombe orpheline au pied du mont pourri. Mais l'ami a compris ce qu'il faudrait qu'on dise, ce qu'il fallait qu'on taise. Le silence est épais comme une phrase. J'irai en Allemagne, peut-être. En Allemagne ? L'auteur a dressé l'oreille. En Allemagne ? L'Allemagne, c'est tout près dans sa tête. Si tu vas en Allemagne, je te chargerai d'une commission. Tu connais quelqu'un en Allemagne ? L'auteur ne sait pas qu'il y a des millions d'Allemands et d'Allemandes en Allemagne. Ou alors il ne le sait plus. Que lui importe le nom des rues, le nom des villes ? Son ami part. Son ami est en fuite. On court après lui. Il court après cette lumière qu'on voit au bout de la nuit, au bout du couloir. Cette lumière que Colomb a dû voir de son mât de misaine en haut des impatiences. Il court après la liberté, après cette gazelle sur la piste vannée, et l'on court après lui. Il va vers l'Allemagne. Cela suffit à l'auteur et l'auteur lui dit « C'est très simple à trouver. Impossible de se tromper. Tu verras, une maison basse en Allemagne, une maison au pied de larges cèdres, au fond d'une vallée verte et heureuse. Dans cette maison, on offre à sa fiancée une croix d'ivoire et à son fiancé une montre en or. Dans cette maison, les femmes au lever du jour n'ont pas encore tissé les lourdes nattes blondes. Ici, les vieux sont écoutés. Tu verras, c'est facile à trouver en Allemagne, au pied des grands cèdres, au bout d'une vallée verte et heureuse. Et qui dois-je demander dans cette maison ? Tu demanderas de ma part la coccinelle. Comme l'ami ne dit plus rien, l'auteur affirme « Ça existe, tu sais ?» L'ami sait bien que ça existe. L'imprécision d'une adresse ne signifie pas qu'il n'y a pas au fond des vallées, au pied des grands cèdres, une coccinelle dans une maison basse. Puis l'ami est parti. L'auteur n'achètera plus jamais de journaux, de peur d'apprendre que l'on arrêta celui qui courait après la liberté, porteur d'un message aux vallées qui sont vertes. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Une femme n'aime jamais en silence. Ou alors, ce silence parle trop. Il l'a trahi. L'auteur connaît le cœur de Gisèle. Cependant, il n'hésite pas à lui dire « Vous avez ouvert la fenêtre, Gisèle. »
C'est la première fois qu'il l'appelle par son prénom seulement. Ils sont accoudés au parapet d'un pontelet de bois qui enjambe le canal Saint-Martin de ses pattes graciles. Le quai de Valmy promène ses pavés tristes. L'auteur vient souvent dans ce quartier, derrière la gare de l'Est. Il y trouve la paix laborieuse, la rumeur féconde. Les travailleurs ne sont pas nerveux. Les chalands glissent. Le niveau monte, diminue. Déjà le chaland est loin. C'est une magie. Les bistrots sont déserts. Par là, c'est toujours l'après-midi. L'auteur parle sans regarder Gisèle. Il regarde l'eau qui ne coule pas et qui pourtant s'en va. Il y a des amoureux sur les bancs d'un jardinet étroit qu'est Djemap. Les mariniers n'ont pas un seul regard pour les amoureux. Les péniches sont lourdes. Et je suis cette fenêtre, Gisèle. Il répète ces mots qu'il détache. Oui, Gisèle Duroc, je suis cette fenêtre. Elle a remarqué qu'il n'a pas dit seulement son prénom. Ainsi, avec son nom de famille, sa vie est au complet. Puis il a parlé longtemps. Vous étouffiez au-dedans. Vous étouffiez à l'intérieur. Vous connaissiez l'appartement, vous le connaissiez trop. Il vous ennuyait. C'est par l'ennui que commence la révolte. Alors vous avez ouvert les yeux et la fenêtre. Mais vous n'habitez pas un premier. Ce n'est pas une raison parce qu'on ouvre une fenêtre pour se jeter dans la rue. Le grincement des écluses, le bouillonnement de l'eau a ponctué les phrases. Là-bas, les amoureux n'étaient plus sur un banc, ils étaient dans la lune, ou bien dans le soleil, ou bien dans les étoiles. Gisèle a froid, et pourtant il ne fait pas froid. Déjà la lumière ne dit plus l'hiver, les jours ont allongé. On devine le printemps à 1000 signes indicibles. Pourtant, Gisèle a froid. Les mots ont le pouvoir de faire la pluie ou le beau temps. Ce jour-là, il faisait la pluie. Votre amour, Gisèle, ne me respecte pas. Il n'a pas dit Duroc. Gisèle seule était la responsable et n'engageait qu'une partie de son destin. On appelle ça la moitié. L'auteur a sans doute raison. Il n'est pas la solution des problèmes de Madame Duroc, du Sahara de Madame Duroc. Il dit, avec un sourire dur et douloureux, « Entre nous, croyez-vous que j'ai une gueule de gazelle ? Lorsqu'on a mal à la tête, un cachet d'aspirine suffit. » Gisèle Duroc a mal au cœur. Il n'y a pas de petit prince, Gisèle Duroc. Il n'y en aura jamais. Mais heureusement, ta sœur a 3 ou 4 enfants. Quant à l'autre, il écrit. Il couche avec Lautréamont, il dort avec Lautréamont. Il ne pense pas par Lautréamont. Il ne pense pas à Lautréamont. Il veut, lui, Jean Duroc, avoir raison au sujet de Lautréamont. Mais Lautréamont n'est qu'un prétexte. Et puis, il y a votre maison de campagne, tout près de Montmélian. La montagne est dure, l'Isère est sale, les vacances sont mornes, les montagnes seront toujours dures, l'Isère sera toujours sale, les vacances seront toujours mornes. Montmélian, la vieille ville, un escargot mort au pied de la Savoyarde. Et puis il y a les dimanches, les cancans, les ragots,
Un tel est fini. Monsieur Machin nous attend à dîner. Tu crois qu'il a des chances pour le Goncourt? Sagan, ne m'en parlez pas. Moi, en Algérie, si on m'écoutait. Mais quoi? Ce potentiel intact, mon cœur déborde de tendresse. Vous y croyez, vous, à la littérature? Vous y croyez encore? Cher ami, à votre âge, cela aurait dû vous passer. Dans les jardins, il n'y a pas de fleurs gentilles, simplettes, obstinément présentes, fragilement optimistes, comme dans les dessins de Jean Eiffel, dans les jardins, en bas, à droite. Gisèle demande et sa voix est blanche comme une nuit. Un soir, souvenez-vous-en, j'ai mis ma main sur votre main et vous l'aviez laissée. Vous l'aviez permis. Pourquoi? La réponse fut terriblement construite. Parce que je ne refuse jamais une poignée de main. Chez Gisèle, les idées sont toutes pantelantes. Elle entend « Il ne faut jamais croire ce que disent les mains ». Je croyais que la vôtre avait écrit, l'auteur coupe. Il est cinglant. Vous savez bien que ce n'est pas avec une main qu'on écrit. Parce que Gisèle n'a pas vu le courage de l'auteur, son honnêteté. Il la respecte trop pour être l'oasis de hasard d'un Sahara de rencontres. Il est là, tout proche, si lointain, accoudé au même parapet, mais déjà sur une autre rive. Il ne demande rien. Il ne sait rien exiger qui ne sache offrir. Il sait que vivre est un verbe héroïque. Il promène son optimisme amer sur les mariniers, sur le quai de Jemmapes, sur les amoureux, sur les toits de Paris. Le bonheur n'est pas à portée de sa main. Il le serait qu'il gênerait sa façon de lever les bras pour labourer l'espoir. Il dit, et sa voix est alors très douce. Plus tard, nous viendront les gazelles. Il sait que dans certains cas, l'amour est une solution de facilité, de paresse, une sorte de stupéfiant. Vous savez, Gisèle, Dieu, seulement Dieu est une solution. Puis il complète sa pensée, déconcertant, convaincu, et sa voix retrouve aussitôt une sorte de lourdeur ingénue. Je crois beaucoup à la gazelle, vous savez, beaucoup. La nuit est tombée sur le quai de Valmy. Le canal Saint-Martin se repose. Partout, les familles sont réunies. Alors ce fut très grand. Vers midi, Moulay comprit que c'était la fin, que tout était fini, que tout allait finir. 3 jours auparavant, entre Fort Flatters et Fort l'Allemand, il avait voulu faire un détour par ce qu'il appelait le cimetière des cimetières. Le cimetière des cimetières, c'était vers le sommet d'une dune, l'étrange campement de la mort, une sorte de charnier à demi découvert. La légende voulait que, fuyant les bienfaits mussoliniens, les malheureux aient quitté, il y a de cela plusieurs fois 10 ans, la Tripolitaine. Que s'était-il passé? Nul ne le saura jamais exactement. Ils dormaient là, pêle-mêle, dans le désordre de leur épouvante. Sur le sable, près des cadavres, on pouvait voir, sans rien gratter, sans rien creuser,
des petites théières bleues, des colliers de verroterie, des outres craquelantes. On pouvait voir surtout, un peu à l'écart, le profil presque intact d'une jeune fille dont les cheveux roux flottaient près du crâne comme une herbe hallucinante. La partie enfuie dans le sable avait moins résisté. Moulay ne manquait jamais, avant d'attaquer la dune Ohanet, de passer par là. Il ne s'expliquait pas ce pèlerinage. Ce n'était pas de la curiosité. À son insu, il redonnait vie à cette jeune fille aux cheveux roux. Il l'imaginait buvant du lait ou s'émerveillant d'un collier de pacotille. La gosse du désert poursuivait les poèmes. Elle semblait seule, minuscule, mais importante. Là, le graisseur ne riait plus. Là, c'était 2 fois la mer, 2 fois la mort, 2 fois le silence. Puis le camion s'éloignait rapidement. Il fallait s'éloigner le plus possible et bivouaquer comme chaque soir protégé par la dune. Quelques heures après avoir quitté la jeune fille aux cheveux roux, Moulay s'inquiéta de ne plus retrouver les traces de pneus qui lui servaient ordinairement de piste. Il fonça vers le nord-ouest. Le paysage lui était épouvantablement familier. Tous les paysages ici se ressemblant. Le Gassitwil, cette trouée dans le grand erg oriental, était à ses horizons voilés de brume verte. Le moteur tournait bien. Le graisseur s'était déridé et de loin en loin il lançait ses énormes « Handek, attention !» comme pour narguer le ciel et le sable. Pour essayer de retrouver des traces en les recoupant, Moulay décrivit de larges zigzags, mais en vain. Néanmoins, il ne s'affolait pas encore. La jeune fille aux cheveux roux chantait dans le moteur. Parfois, elle avait la voix de Yaminata. Le soir se leva. La nuit vint, belle, encore fraîche, brusquement froide, sans transition. On prépara comme à l'accoutumée la charba. Mais ce soir-là, Moulay refusa la pipe parfumée à l'eau de rose que son graisseur lui tendit. C'était la première fois qu'il refusait du kiff. D'ailleurs, il n'en abusait jamais. Mais l'auteur disait « Voici maintenant Woreda. Ses cheveux roux ont poussé sur le sable. Je l'appelle Woreda, et cette rose est rouge. Le sang ne s'efface pas sur le sable. J'avais bu le lait et compté les brebis. Nous moissonnions les étoiles. Ma mère était contente. Moulay ne le sait pas. C'est un secret entre le sable et moi. J'ai rêvé d'un manuscrit qui irait de Tamanrasset à Ouargla. Du Hogar au Tassili des Hadjer, j'étais chez moi dans ma légende, j'étais chez moi dans mes 20 ans, j'étais chez moi dans mes regards. Puis j'ai montré Constantine, noblement effrontée. J'ai vérifié l'Odna, j'ai vu l'Aurès et j'ai compris la violette et les aigles. J'ai vu dormir Alger, Alger rêver, Alger se réveiller. J'ai salué les haillons des princes, les enfants m'ont souri. Je suis rentré dans Timgad endormi par la porte de Trajan. Mais Woreda ne voulait plus me donner la main. Mais Woreda ne voulait plus me suivre.
J'avais beau lui jurer que l'étoile qu'on voyait sur le théâtre antique, on la voyait là-bas, on la voyait partout. Oreda n'a pas voulu me donner la main. Oreda n'a pas voulu me suivre. Alors, Moulay a espéré pour moi. Le lendemain, très tôt, les deux hommes étaient levés. Moulay monta sur la dune. Le graisseur préparait le thé. Du haut de la dune, Moulay ne découvrit rien que le sommet des autres dunes dans le lointain, à l'infini. Il s'avoua. Je me suis trompé de couloir. Ali n'avait rien dit. Il restait du mazout pour 2 jours de piste et de l'eau pour autant. Dieu est grand, le Sahara aussi. Alors ce fut très grand. Je crois qu'il faut mourir. Les yeux ne savent plus très bien ce qu'ils voient. C'est du très mauvais cinéma. C'est aussi vrai que la mort. Il pleut de la farine rouge, de la malédiction, de l'infini en petits brins de malheur. Le camion ne sert plus à rien. Plus rien ne sert à rien. On a bu l'eau chaude, l'eau saumâtre, l'eau rouillée du radiateur. La musique a commencé dans la tête. On ne sait plus ce qu'on fait quand on va mourir. Il y a bien le gosse du désert, la fille aux cheveux roux qui tend du lait aigre et bien frais. Mais c'est trop beau pour être vrai. Elle n'a rien à faire ici. Elle est vivante, elle. Là-bas, près du Lancia, on peut la voir agiter le foulard de Yaminata et montrer une guelta en éparpillant son rire dans l'eau. Mais le graisseur ne voit rien. Il dit qu'il ne voit rien. Ali ne rit plus. Il ne crie plus. Il rumine une idée. Boire. Boire. Boire, c'est une idée drôlement fixe, drôlement fixée dans le gosier, dans les entrailles. Les yeux du graisseur sont ronds, dessinés au compas. Il n'a plus que ses yeux. On ne voit plus que ses yeux. Il n'a plus de visage. Boire. Qui sait, en pensant à Dieu, en lui demandant de l'eau, qui sait, Dieu fait des miracles, Dieu est capable de tout. Mais le graisseur et Moulay n'ont pas le temps de penser à Dieu. Ils ont soif. Ils n'ont pas l'idée de prier. Leur seule idée, boire. Il faut mourir dans son lit pour avoir l'idée de prier. Il faut ne manquer de rien pour savoir mourir. Dans ces conditions-là, la mort est à la portée de n'importe qui. Il ne faut pas être fou pour mourir. Boire. Il faudrait boire avant de mourir. Mourir, ce n'est rien. À la rigueur, j'accepterai de mourir après avoir bu. C'est un piège malin. Maintenant, au pied de la dune, il y a 2 camions. Il y en a 3. Il y en a 100. Il y a tout un troupeau de camions. Et ces camions broutent les cheveux rouges de la gosse du désert. Le soleil est partout. Il est surtout dans le ventre. Parfois, des oiseaux roses chantent, des oiseaux qui parlent l'arabe. Il y a des oiseaux qui parlent l'arabe.
Il y a même des camions qui transportent des frigidaires. Il y a même des parapluies en sucre. Les deux hommes ont tourné en rond toute la nuit, et toute l'autre nuit, et toute l'autre nuit encore, et toute l'autre nuit. Il y a 10 ans qu'ils tournent en rond. Ils ont toujours tourné en rond. Le graisseur rumine son idée, buté, décidé. Il savoure la neige. On vend de la glace pilée et du citron à Ouargla. De la glace pilée et du citron dans de petits verres. De la glace pilée et du citron qu'on mange avec de petites cuillères. Alors quoi? Alors rien? Moulay tente de se relever. Il ne s'était pas rendu compte qu'il marchait à 4 pattes. Il y a un jardin avec un bassin derrière la sous-préfecture. Alors quoi? Alors rien. Si, le soleil en a vu d'autres. Erreur. Le soleil n'a jamais rien vu de pareil. On dira ce que l'on voudra, mais une gazelle est venue poser son museau pointu sur la joue de Moulay. C'est peut-être une vraie gazelle. C'est peut-être une vraie gazelle qui n'est pas vraie. De toute manière, les mirages ne parlent pas. La gazelle regarde Moulay. Moulay étend la main. Tu es venu pour Yaminata, hein? Tu es venu pour Yaminata? La gazelle a réfléchi longuement avant de répondre, puis elle a dit « Non, je suis venu pour toi. » Puis il a dit « Tu as la même voix que Yaminata. » Puis elle a dit « C'est toi qui as les mêmes oreilles qu'avec Yaminata. » On dira ce que l'on voudra. C'est peut-être une vraie gazelle, c'est peut-être une vraie gazelle qui n'est pas vraie. Mais elle a dit « Tu peux me prendre si tu veux. » Mais il a dit « Je veux bien. Yaminata sera heureuse. Elle aura une gazelle, un enfant, un foulard. » Alors, quoi? Alors rien. Non, pas ça. Pas ça. Le graisseur veut s'ouvrir les veines, il a soif, il veut boire son sang, mais il n'a pas la force de s'ouvrir les veines. Son couteau est tombé sur le sable, et il est petit, son couteau. Moulay, je t'en supplie, vas-y, vas-y. On ne refuse rien des yeux pareils. Il faut donner un coup de main au graisseur. Il faut prendre le revolver qui pèse 2 tonnes. Il faut baisser le cran de sûreté. Il faut s'approcher du graisseur. Il faut ne plus croire en Dieu, ne plus croire aux hommes, ne plus croire à la glace et au citron dans les petits verres, ne plus croire au bassin dans le jardin de la sous-préfecture. Moulay, je t'en supplie, vas-y, oui, vas-y. Ce furent les derniers mots du graisseur. Il n'avait pas sur son visage la paix habituelle de l'au-delà. Même mort, il devait avoir soif. Moulay est seul. La gazelle est revenue. Il a plu dans la tête de Moulay, des brins de pluie et de flamenco. Il faudrait tous les orages du monde pour extraire de ce corps épuisé une goutte de liquide qui ne soit pas du sang.
Pourtant, une larme est venue. Dieu seul savait d'où elle venait. Il y avait des palmiers, un foulard rouge, une petite bonne femme au pied du cocoumen. Je l'appellerai Moulay, comme toi, avait dit Yaminata en mettant ses petites mains sur son petit ventre encore lisse. La gazelle s'est approchée de Moulay. On dira ce qu'on voudra. C'était peut-être une vraie gazelle, c'était peut-être une vraie gazelle qui n'était pas vraie. Toujours est-il que ce qu'elle racontait était vrai, était de vraies paroles de gazelle. Il faut être fou, Moulay, pour vouloir m'attraper. Il faut croire en moi, mais il ne faut pas me poursuivre. Il faut être fou, Moulay, pour vouloir m'attraper. L'auteur terminé. Je ne sais pas si la gazelle était une vraie gazelle ou une vraie gazelle qui n'était pas vraie. Toujours est-il qu'elle regretta ses paroles quand Moulay retourna contre lui l'arme qui avait libéré le graisseur. Yaminata regarde la nuit qui va venir. Le cocoumen regarde Yaminata. Le ventre de Yaminata est un peu rond, mais avec la gandoura bleue, cela ne se remarque pas. Il est un peu rond tout de même. Yaminata a croisé ses mains sur son petit ventre rond. Elle est fière et lourde. Le regard va plus loin que tous les horizons. Le cœur va plus loin que la piste. La piste ne raconte rien. Le cimetière, c'est des choses. Ces choses que la piste ne raconte pas. Les étoiles, elles aussi, savent. Mais les étoiles ne diront rien. C'était, à la première page du Monde, une phrase frémissante et pensive. Pensive comme un petit ventre rond. Si c'est un garçon, je l'appellerai Moulay. Puis au bout d'un silence, et si c'est une fille? Si c'est une fille, comment l'appellerai-je? Je demanderai à Moulay, lui il sait tout. Moulay savait tout maintenant. Il savait pourquoi les cheveux roux poussent dans le sable. Il savait ce que la piste éternelle sait et ne veut pas dire, ce que les étoiles savent et ne diront pas à Yaminata qui sait que son petit ventre est rond. Un soir, l'auteur eut très peur. Il venait de quitter son éditeur et vidait tranquillement son rosé chez M. Maurice. Le bistrot était désert. M. Maurice, dont l'appartement était attenant à l'arrière-salle, faisait ses éternels mots croisés. On ne voyait que son crâne chauve et violacé, et le téléphone qui ne parlait jamais à personne. L'auteur a eu très peur, et il ne saura jamais s'il a rêvé. N'importe, il a vu. Il a vu dans une rue qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez la dame aux yeux ronds et immobiles comme des grains de raisin acides, ronds et froids derrière des lunettes rondes et froides comme une paire de menottes. Il l'a vu traverser la rue qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez et se diriger sur ses jambes blanches chez le boucher, chez l'épicière. Une petite côtelette de mouton, une côtelette grassouillette, une seule, une douzaine de raviolis, une poire et pas deux.
À quoi bon? Vous savez bien que je vis seule. Depuis la mort de mon mari. Laissez-moi soupirer. Ce soupir, c'est à cause du filet qui est trop lourd. Néanmoins, c'est un soupir à fendre l'âme. On partage plus facilement son âme qu'une poire en deux. Non, il n'est pas mort à la guerre. Il est mort à la paix. Oui, je touche une petite pension. Ma foi, il faut bien survivre. Léon, il s'appelait Léon. À moins que ce ne soit Arthur. L'hiver, je mets des briques chaudes, une bouillotte dans mon lit. Léon avait les pieds toujours gelés. Pauvre Arthur. Je vous dois combien, madame? Je vous dois combien, monsieur? Vous savez, les bons comptes font les bons amis. La dame est sortie de la boucherie, la dame est sortie de l'épicerie. C'est un bijou, la côtelette. Et cette poire, vous m'en donnerez des nouvelles. Depuis quand les fruits se réjouissent-ils d'avoir bon goût, ou d'être mangés par une dame aux jambes blanches? Enfin, passons. La dame aux yeux ronds s'est arrêtée devant une librairie. Elle dit une phrase historique. Que de livres! Que de livres! Arthur, lui, il ne lisait que des romans policiers. Quant à Léon, non, c'était Arthur. D'ailleurs, je n'ai fauté qu'une fois, mais je l'ai dit à mon curé. Monsieur, combien coûte-t-il celui-là? Lequel? Je t'offrirai une gazelle. Voyons le catalogue. Ah, voilà, 700 francs, madame. Mon Dieu, que c'est cher, se dit la dame aux jambes blanches. La petite côtelette de mouton n'en coûte pas autant, la poire non plus. Mon Dieu, que c'est cher. Un livre sans images. Et c'est écrit petit, si petit. Je t'offrirai une gazelle est un livre sans images. N'importe. L'auteur a vu. Il a vu chez François de Lisieux, enfin pas chez lui, dans sa maison, mais autour de lui. Autour de lui, c'est chez lui. L'auteur a vu des messieurs et des dames qui parlaient beaucoup, qui parlaient même avec des points de suspension. Vous croyez, j'en suis sûre, puisque vous le dites, mais ça crève les yeux, mon cher, ça crève les yeux. Et lui, il ne sait, sait-on jamais, avec un tas de points de suspension. Votre désert, mon cher, et ta sœur. Dieu, que ces Arabes sont susceptibles. François de Lisieux fait les gros yeux. Il ne faut jamais dire « et ta sœur » à un curé petit, même s'il est progressiste. François de Lisieux sourit et ajoute « Ton livre doit se vendre, petit, tu entends? Il doit se vendre. Je respecte ton Sahara, respecte ma province. » C'est vrai. Autour de François de Lisieux, c'est partout la province. L'auteur imagine un livre qui ferait le trottoir. Il a vu celui-là qui s'appelle N'importe qui. À Lille, peut-être, ou peut-être à Lausanne. Et celui-là s'ennuie. Son nom n'est pas assez gros. C'est un désert très limité, très mesuré, un désert de confection avec un nombril à la place d'oasis. D'ailleurs, dans ce désert, on ne voit que le nombril. Celui-là fait de la politique. On ne dit pas d'un chrétien qui fait du christianisme lorsqu'il est vraiment croyant. Parce que les chrétiens, dans l'ensemble, ne se prennent pas pour Jésus-Christ. Pour celui-là, le Sahara n'est pas une question de vie ou de mort, de palmeraie ou de sable.
c'est une zone d'influence. Et une gazelle, c'est un quadrupède. Ce qui importe, ce n'est pas le prix du livre, c'est ce qu'il y a dedans. Le bouquin que tu m'as recommandé, comment l'appelles-tu déjà? Je t'offrirai une gazelle. Écrit en 58, et pas question de pétrole. Une honte. Du vent, ce bouquin. Tu entends? Du vent. La laine de celui-là sentait le pétrole. L'auteur sait qu'il y a aussi du vent au Sahara. Puis c'est l'ami qui est entré dans une librairie, là-bas, en Allemagne. L'ami dont les sourcils bivouaquaient dessus les tempes. Il a demandé le livre. Gerda la coccinelle était vendeuse dans cette librairie. Chacun sait bien que les vallées heureuses, ça ne fait pas sérieux, ça n'existe pas. Et l'ami a lu le livre. Gerda, elle, la coccinelle, n'a pas lu le livre, puisqu'elle ne comprend pas le français. Si elle avait su qui en était l'auteur, elle l'aurait tout de même lu, elle l'aurait certainement compris. L'ami, lui, est entré dans une grande colère. Il a écrit une lettre qui commençait ainsi. « Que viennent faire dans ton roman ces personnages intrus ? Notre peuple qui se bat se fiche pas mal de ta gazelle et de tes histoires d'harmonica, de vin rosé et de prince barman. » L'auteur n'a pas lu jusqu'au bout la lettre de l'ami. Une main s'était posée sur son épaule. Dans un lâcher de chouette, une voix familière lui disait « La nuit va fermer la porte de Trajan. Le portier s'impatiente. Le peuple que tu avais convoqué, le peuple de Fellah, le peuple de Prince, n'est pas venu. Le peuple a autre chose à faire pour l'instant. » La main secoua plus fort l'épaule de l'auteur qui s'était endormi. Monsieur Maurice disait d'une voix très douce « Mais pourquoi pleurez-vous ?»« Je m'excuse, je vais fermer. Ne pleurez pas, monsieur. » C'était la première fois qu'il appelait l'auteur monsieur. Devant cette larme inexplicable, incompréhensible pour lui puisqu'elle sortait d'un rêve pour couler sur la réalité, il sembla tout à coup à monsieur Maurice que toute familiarité serait déplacée. Tous les encriers du monde viendraient boire à la source. « Mais non, Gisèle, je ne plaisante pas. » La voix est basse, douce, les mots sont petits, simples, gravés dans la conviction. Les murs n'en reviennent pas. Il apparut à Gisèle que tout était à réviser, qu'elle ne comprenait plus rien, qu'elle n'avait jamais rien compris. Cela pouvait donc exister. Cet étonnement est encore un manque de respect, une paresse de l'esprit, mais surtout, un manque de respect. Nous manquons de respect chaque fois que nous croyons que les autres nous ressemblent. L'effort, c'est de la pudeur, le silence aussi. J'avais cru, commence la jeune femme, votre croyance n'est pas la mienne, Gisèle. C'est impossible. L'auteur sait bien que le mot impossible n'est pas littéraire. Il sait bien qu'il a raison. Mais comment expliquer sans augmenter sa solitude, sans se draper dans sa solitude? Les mots, le langage n'ont jamais rapproché personne. Dès qu'il y a interprète, il y a interprétation. Une conversation n'est souvent qu'un affolant procès d'intention. Je regrette beaucoup de ne pas être musicien. Je vous en prie, ne plaisantez pas. Mais l'auteur ne plaisante pas, Gisèle Duroc. Avec la musique, peut-être. Avec la musique, il aurait pu dire, mais les mots, dès lors qu'ils font l'école buissonnière, dès lors qu'ils veulent voler de leurs propres ailes, c'est la catastrophe, tout est fichu. Les mots, c'est comme la langue. Il est plus sage qu'elle reste dans la bouche, ou alors ça ne fait pas sérieux du tout.
Oh, la plate ambassade. On croit parler, on enfonce des clous. La musique, c'est du vrai. Ce n'est pas de l'à peu près, de l'approchant. L'auteur voit la musique, des hirondelles perchées sur les fils télégraphiques d'une portée fabuleuse. Gisèle pense, il est fou, il est complètement fou. Elle tente de lui expliquer. Vous n'avez pas le droit, ce livre doit paraître. Il faut que ce livre paraisse. Songez à votre carrière. Songez à sa carrière. L'auteur n'aime pas les jeux de mots. Il ne fait pas de jeux de mots. Il est rare que les phrases s'amusent, à moins que, fatiguée de penser de s'essouffler à dire quelque chose, elle s'offre une récréation. Une carrière. L'auteur voit des rochers rouges, des tunnels creusés dans la pierre sanglante, un cimetière juif quelque part au-dessus de son faubourg, de petits wagonnets sur des rails, des cartables posés à côté. Gisèle n'aurait pas dû dire ces mots. Elle est très maladroite, Gisèle Duroc, quand elle aime. Vous êtes fou. Vous êtes complètement fou. Ça se dit. L'auteur sourit tristement. Il avait le même sourire au lycée devant les problèmes de mathématiques. Il ne comprenait rien aux mathématiques. Alors, devant sa feuille, devant l'énoncé du problème, il souriait, amusé de son impuissance, dépassé par son ignorance. Devant la mer, il ne sourit pas. C'est plus grand, plus compliqué, plus complexe qu'un problème de mathématiques, la mer. Et pourtant, il la comprend. Il comprend tout ce qui n'est pas simple. C'est pourquoi il souriait devant son problème de mathématiques. Dans ces conditions, il vaut mieux se taire. Se taire ainsi, c'est rendre feuille blanche à la vie. Mais enfin, vous êtes fou. Vous êtes complètement fou. Au moment même où on allait commencer la composition du bouquin. En réalité, l'auteur est complètement sage. Gisèle, je vous dis que j'ai vu une dame qui avait des jambes blanches, un tas d'imbéciles autour de François de Lisieux, et surtout cette lettre. C'est surtout la lettre qui l'a décidé. Même en rêve, une lettre, c'est une lettre. La conscience s'appelle rêve, tout simplement pour ne pas faire de chichi. Et puis, qu'est-ce que cela pourrait signifier pour les autres, une fleur orpheline en haut des barricades? Qu'ai-je besoin de leur raconter que le jour où elle n'est pas venue, c'était l'hiver, 2 heures après, devant le petit kiosque à journaux, derrière la maison de l'agriculture? Et cette porte de Trajan, que vient-elle foutre là-dedans? L'auteur vient d'un pays où les femmes sont voilées. Ce n'est pas seulement pudique, c'est très élégant. Alors, imaginez une légende toute nue, comme ça, dans une vitrine. Il faudrait avoir le droit de choisir ses lecteurs. L'auteur imagine une bande publicitaire. Je t'offrirai une gazelle. Interdit aux jambes blanches qui aiment les côtelettes de mouton. Interdit aux gens qui entourent François de Lisieux. Interdit aux types qui pensent que la gazelle est un quadrupède. Interdit aux amis qui... là, pas moyen. Les amis qui pensent que tel ou tel personnage est un intrus, que les histoires de gazelles, ça n'intéresse pas un peuple qui se bat, ont peut-être raison, peut-être tort, car en fin de compte, c'est bien pour des gazelles et des harmonicas que l'on se bat. L'opportunité n'a pas toujours de talent. Un écrivain ne devrait avoir de compte à rendre qu'à ses personnages. Et l'auteur a repris son manuscrit. Un instant, il resta planté comme un arbre, inquiet devant Gisèle.
Dans le jardin de sa maison, près de Montmélian, un petit village qui s'appelle Saint-Pierre-de-Soucy, Gisèle, quand elle était gamine, aimait par les beaux mois d'été cueillir des mûres. Les mûres étaient violettes, molles, tentantes, mais les ronces les gardaient. Un jour qu'elle s'était griffé tout le visage et ses petites mains, le père Michaud l'aida à sortir des broussailles où elle était tombée. Tout en lui lavant les plaies à la fontaine, le vieux fermier lui avait dit ces mots qu'elle ne devait comprendre que 30 ans plus tard. « Nom de Dieu, la Gisou, les ronces, ça se voit pourtant, plus que les murs !» L'auteur est parti avec son manuscrit. L'auteur n'hésita pas en franchissant le seuil du bureau. Gisèle faillit l'appeler, courir après lui. L'auteur avait fermé la porte comme on referme un livre. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Aix-en-Provence, septembre 1958. C'est sur cette dernière phrase que je vous laisse, chers amis auditrices, chers amis auditeurs. Profitez de la fin, des résonances de la fin de ce livre de Malek Haddad. Je t'offrirai une gazelle. Au revoir et bonne nuit. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Rachida Monsef, prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume. لا ما اقدرش لا مش ممكن لا ما اقدرش لا مش ممكن يا عزيزة اطلعي لا ما اقدرش حبيبتي شرفي لا ما اقدرش وطلعت يا ناس مغلوبة يا ناس يا عزيزة تريحي لا ما اقدرش حبيبتي تلحلحي لا ما اقدرش واسمعك يا ناس مغلوبة يا ناس لا ما اقدرش لا مش ممكن لا ما اقدرش لا مش ممكن لا ما اقدرش لا مش ممكن يا عزيزة فرفشي لا ما اقدرش حبيبتي قربي لا ما اقدرش فرشنا يا ناس مغلوبة يا ناس يا عزيزة اقلعي لا ما اقدرش حبيبتي تجرأي لا مش ممكن شرحنا يا ناس مغلوبة يا ناس لا ما اقدرش لا مش ممكن لا ما اقدرش لا مش ممكن يا عزيزة تغندريله يا حبيبتي تزوقيله افهم يا سيدي مش قادرة وطبعا تقنعني مش وارد ايه يا عزيزة ايه اللي انتي عاملة ده يا راجل يا هو مش عيب عليك اختشي ونار لا ما اقدرش لا مش ممكن يا عزيزة